Mesdames et Messieurs, pour s'informer sur les arts en France, l'élite des aristocrates autrichiens a fait des voyages. Hendrik Ziegler a déjà publié Le voyage du comte Ferdinand Bonaventura de Harrach, qui a visité Paris et Versailles en compagnie d'un fils et d'un neveu de la famille Lamberg. Deux autres membres de la famille Lamberg sont allés à Paris en 1666 pour leurs études. Léopold Joseph de Lamberg, l'ambassadeur futur de l'Empire à Rome pendant la guerre de succession espagnole, son frère et des autres aristocrates autrichiens ont visité Richelieu, Blois, Saint-Germain-en-Laye, les Tuileries, les Gobelins et les gardes-meubles, mais à Versailles seulement les jardins. Plus intéressant est le fait que les comtes de Lamberg ont pris des cours d'architecture militaire chez Jean Marot. Léopold Joseph a aussi acheté les plans de l'architecte Marot, c'est-à-dire le recueil de Marot. Mais on trouve dans sa bibliothèque aussi la littérature française. Par exemple, le roman Ibrahim ou l'illustre Passa de Madeleine Scudéry ou le théâtre de Pierre Corneille. En effet, des livres étaient... Excusez-moi, je vous laisse continuer. Juste, on ne voit pas le PowerPoint sur son... Ok. Vous n'avez pas vu? Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Excusez-moi. Donc, je vous remets là. Voilà, excusez-moi. Merci. Vous voyez quelque chose? Mais on trouve dans sa bibliothèque aussi la littérature française, par exemple le roman Ibrahim ou l'illustre Passa de Madeleine Scudéry ou le théâtre de Pierre Corneille. En effet, des livres et des gravures sont des sources primaires sur les arts en France, en Autriche à cette époque. Heureusement, nous avons en quelques cas quels livres se sont trouvés dans la bibliothèque d'un prince ou d'un artiste pour avoir une idée des sources françaises connues en Autriche. Je vais vous présenter trois autres exemples. Un livre conservé aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale à Vienne, la description de Versailles est identifiable par sa Superlibros comme livre de l'archiduc Charles. Le futur empereur Charles VI a appris la langue française comme enfant de 10 ans et pour ça, on a acheté une quantité de livres français. Spécialement intéressant est la description du Versailles qui vous voyez ici avec le Superlibros de l'archiduc. Un autre livre dans sa bibliothèque sont été le cabinet des Beaux-Arts par Charles Perrault. Ici, on voit l'allégorie de l'architecture avec la façade du Louvre et l'Arc de Triomphe de la place du Trône de Claude Perrault. Le patricien suédois Carl Gustaf Herreus a étudié à Paris et il vivait en France vers 1700 comme précepteur des jeunes aristocrates. En 1710, il était nommé le directeur de la collection numismatique de l'empereur Joseph. À cause de son ex-libris dans des livres dispersés, nous avons la preuve qu'il était informé sur Versailles. Citation, le plus superbe palais du monde, par l'explication historique de Laurent Morillet. Son intérêt pour l'architecture du classicisme français est manifesté par les 10 livres d'architecture par Claude Perrault dans une collection privée aujourd'hui. Quand l'archiduc Charles est devenu roi d'Espagne en concurrence avec Philippe V, qu'on a déjà nommé cette journée, il est voyagé dans ce pays avec sa bibliothèque. Le Catalogus Librorum de 1708 à Barcelone nous informe qu'il a toujours le guide de Versailles,
mais aussi l'architecture de Vignolles avec le commentaire de Davilliers et la vue de Versailles, une suite de 49 gravures de Johann Ulrich Krauss à Augsbourg. Vous voyez ici l'édition allemande de cette livre française. Moins étonnant que les livres français dans la bibliothèque de l'empereur sont ceux dans la collection du prince Eugène de Savoie, né à Paris comme fils d'Olympia Mancini. Sa bibliothèque contient une collection spéciale des livres des fêtes, le recueil des fêtes sacrées et profanes, avec les gravures colorées du carrousel, et une collection de reproductions artistiques. Cette collection a été acquisée et inventarisée alors bientôt après le pays de Rastatt entre Louis XIV et l'Empire par Jean-Pierre Mariette, qui a fait aussi les frontispices pour l'album des œuvres de Lebrun. Les réactions. Les réactions de la cour de Vienne sur la politique hégémoniale de Louis XIV sont été quelquefois directes et quelquefois plus discrètes, mais toujours aussi un indice pour l'information sur la France à Vienne. Le premier scandale diplomatique s'est développé en 1682 pour la naissance de l'archiduc Léopold, deuxième fils de l'empereur. Pour cette fête, l'ambassadeur français à Vienne, Bernardin Cadeau, marquis de Sebeville, a montré à la façade de sa résidence des armoiries de lit avec le soleil et la devise Fulget ubique. Les Autrichiens ont interprété ça comme une jalousie et l'envie des Français. Et quelques jours plus tard, Dominique Franz Karl de Marienberg, le généalogue de la cour, a répondu à cet affront avec un emblème du soleil et la devise Fulget ubique magis. Une année plus tard, le médecin numismate parisien Charles Patin a démontré avec la page du titre de son livre Historia Numismatum un changement du système politique dans sa vie. Malgré qu'il a travaillé pour Louis XIV, il le devait de quitter la France pour éviter la prison à perpétuité à cause d'une intrigue des intellectuels ou de l'importation des livres interdits. Il est arrivé finalement à Vienne, où il a inventarisé la collection des moyens antiques de l'empereur. C'est pourquoi le portrait de Louis XIV sur le frontispice de l'œuvre française, publié à Strasbourg, est substitué par le portrait de Léopold Ier sur le frontispice de l'édition latine à Amsterdam. Quand on a installé le monument de Louis XIV sur la place des Victoires, l'ambassadeur impérial à Paris a envoyé tout de suite des dessins des esclaves symbolisant l'Empire et l'Espagne pour informer Léopold Ier sur cette humiliation. Comme réaction à Vienne, on a changé la conception de la Pestsäule d'un monument religieux vers un monument de la piété de Léopold Ier pour lui présenter comme monarque vraiment très chrétien au lieu du roi soleil idolâtrique. En 1697, il y a eu une nouvelle jeu symbolique des images, parce qu'un graveur bohémien a paraphrasé la gravure de Charles Lebrun pour la thèse de Jacques-Nicolas Colbert. Il s'agit d'un portrait équestre de Louis XIV, terrassant ses ennemis, symbolisé par l'aigle pour l'Empire, le lion pour l'Espagne et les grenouilles pour les Pays-Bas. Le roi est accompagné de Saint Michel et sous la protection de la providence divine. Dans une thèse hongroise dédiée à l'empereur Léopold, comme libérateur de la Hongrie et des troupes ottomanes, celui-ci est aussi placé sous la garde de la providence divine et sous la protection de Saint Michel. Mais maintenant, l'aigle impérial a quitté sa place au pied de Louis XIV pour devenir l'attribut de Jupiter
avec la foudre sous la protection des âmes hongroises. Alors, ce n'est plus le roi de France en guerre contre ses voisins catholiques et qui nouait des alliances avec les infidèles, qui se trouve sous la protection du ciel, mais l'empereur, pieux et frais combattant de l'ennemi héréditaire de la chrétienté. Dans les autres exemples, le message politique est moins direct et il s'agit peut-être seulement sur des influences stylistiques. Mais quand on a paraphrasé la composition de la galerie de classe de Versailles dans l'eau forte de Sébastien Leclerc, pour une galerie des ancêtres des Habsbourg vertueux dans un manuscrit d'éducation de l'archiduc Charles, le professeur jésuite Andreas Bauer a peut-être aussi voulu présenter la galerie d'une famille vertueuse en contraste avec la galerie luxurieuse du monomane Louis Carrier. Quant à la paraphrase de la gravure du plaisir de l'île enchantée d'Israël Sylvestre par Johann Ulrich Krauss pour la scène d'une fête impériale par Lodovico Ottavio Buonaccini, on ne sait pas s'il s'agit seulement d'une copie de la gravure ou d'une copie de l'architecture du théâtre. Très clairement, il y a une signification politique chez la paraphrase de la gravure du Lac de Triomphe par Sébastien Leclerc pour la page de titre du livre Historischer Bildersaal par Johann Andreas Lazarus Imhoff. Cet arc est un monument en papier pour l'empereur Léopold, vainqueur des Osmanes et concurrent de Louis XIV, le pouvoir duquel, proclame le texte, va tomber probablement bientôt. Plus difficile à interpréter est la peinture de Johann Michael Brettschneider. Il montre une galerie fictive des Habsbourg combinée avec une série de peintures d'après les batailles d'Alexandre par Charles le Brun. L'architecture et le cérémoniel. L'influence française est très directe et clairement visible dans le palais d'hiver de Prince Eugène de Savoie. Au début de la construction, l'ordre de l'abattement suivit le cérémoniel de la cour de Vienne, c'est-à-dire il y a une grande salle, l'antichambre, la chambre d'audience et la retirade, une petite chambre pour les audiences privées. Derrière ça, il y a la chambre à coucher privée et un cabinet. Seulement 2 ans plus tard, c'est-à-dire après le contrat de pays avec la France à Ryswick, l'officier de l'armée impériale change la conception vers un système et une décoration directement versaillaise. On a combiné la retirade et la chambre à coucher privée pour une grande chambre à coucher de parade avec un grand lit de parade. Aussi, la décoration avec des textiles et du bois doré suivit le modèle français, avec des grotesques ou arabesques. Inventée par Lebrun et peint pour la galerie d'Apollon, cette décoration a été gravée par Jean Perrin. Même plus étonnant est l'installation d'une cheminée à la royale par Eugène en 1702. Parce que ce type a été créé pour Versailles et Mali seulement 3 ans avant par Jules Hardouin Mozart. Et si on compare le dessin pour la chambre de Louis XIV à Versailles avec la chambre du prince à Gênes, il est évident d'où vient le modèle. Dans le cabinet doré, le prince a fait faire un mélange d'un cabinet de miroirs français, publié par André Charles Boulle, avec un cabinet néerlandais de porcelain asiatique, publié par Daniel Marot, par exemple.
En effet, c'était le décorateur français Claude Lefort du Plessis qui a commencé sa carrière de chat ici. Ou plus tard, en 1708, il a travaillé aussi pour la cour impériale. Et dans les années 1720, il a dessiné les décors pour la galerie impériale dans la Stahlburg à Vienne. En 1698, le roi romain Joseph Ier a ordonné un latiste français de la cour, Jean Dréé, faire un voyage en France pour visiter et dessiner toutes les maisons de plaisance royale et les autres châteaux, aussi les autres palais précieux en France. Et le château de Schönbrunn par Johann Bernhard Fischer von Erlach est évidemment une réponse architectonique de la cour de Vienne à Versailles. C'est visible dans la médaille qui qualifie Joseph comme roi de soleil et par le texte dans la biographie de Léopold Ier. Ici, Gottlieb Eicharius Ring, qu'on a entendu de Louis déjà hier, proclame que l'architecte autrichien, avec ce bâtiment, citation, a fait tant d'honneur à notre Allemagne que sa façade précieuse pour beaucoup de gens semble être plus parfaite que Versailles même. Vers 1720, la forme de l'Arche de Triomphe de Claude Perrault a été une inspiration pour Antonio Petuzzi quand il a fait la porte de la ville Karlsburg, aujourd'hui en Roumanie, comme un monument pour Charles VI, vainqueur des Turcs. Les jardins et les tapisseries. Dans la liste des livres de l'archiduc Charles à Barcelone, nous trouvons aussi une instruction pour les jardins de Jean-Baptiste de la Quinténie. Plus intéressantes pour nous sont les tapisseries du roi, la publication des tapisseries rurales de Charles Lebrun par André Philibien, dans la reproduction par Johann Ulrich Krause à Augsbourg, en format plus petit. Ce livre commence avec un texte qui est parti de la propagande pour l'Empire par sa critique de Louis XIV et sa panégyrique pour Léopold Ier. Malgré que Léopold Ier n'aimait pas la langue de son ennemi à la cour, il y avait toujours des spécialistes français à Vienne. C'est pourquoi, entre les 27 tapissiers, on trouve 8 français. Le plus fameux d'eux, Jean Dréé, a quitté la France, peut-être à cause de sa foi protestante, et il est venu à Vienne, où il a voulu, en 1686, fonder une manufacture de Gobelins. Ce projet ne marchait pas, mais Dréé était payé pour par la cour pour la restauration des tapisseries, en compagnie avec 4 autres spécialistes venus de la France. Mais déjà en 1684, Dréé a désigné le parterre de broderie pour le jardin du comte de Harrach à Vienne, dans le style de le nôtre. Plus tard, Dréé a dessiné les plans pour le jardin Schönbrunn et les plans pour le parc du palais du prince Mansfeld-Fondi. Vers 1712, Jean Dréé a travaillé comme ingénieur des jardins pour Joseph Ier, Charles VI, pour les maisons de plaisance Favorita et Augarten. Finalement, on doit parler de Dominique Girard, qui a travaillé vers 1720 pour le prince à Gênes dans le parc du Belvédère. Il a été traîné directement dans les jardins de Saint-Cloud et Versailles et a changé, d'après le mort de Louis XIV, dans le service de Max Emmanuel de Bavière. La peinture et le portrait. Un autre groupe de spécialistes sont les portraitistes. Déjà en 1688, le peintre parisien Henri Cascard se trouvait à Vienne. Il y a peint les portraits de Max Emmanuel de Bavière et de sa femme habsbourgeoise Marie-Antonia. En 1698, le comte de Harrach s'est fait portraiter par Hyacinthe Rigaud et de cette peinture, plusieurs copies existent encore.
Un autre diplomate autrichien, Philipp Wenzel de Zinzendorf, s'est fait portrait par Rivaux pendant les négociations à Soissons. La reproduction de la peinture est de Pierre Drevet, le graveur de Louis XIV. Pendant son séjour à Paris, le comte de Harrach a rencontré aussi le peintre suédois Bengt Richter, qui a travaillé dans l'atelier de Rigaud. Peut-être Harrach a voulu lui engager déjà pour Vienne. Et finalement, en 1701, le peintre est définitivement arrivé en Autriche. Richter a fait des portraits du prince Eugène de Savoie, de l'archiduchesse Maria Amalia et finalement de Charles VI et de sa femme Elisabeth Christine. À cause des guerres avec Louis XIV, il semble plausible qu'on a préféré des Suédois qualifiés en France pour introduire le goût à la mode à la cour de Vienne. Par exemple, le peintre sur email, Charles Bois, qui a fait un portrait de la famille de Léopold Ier. Bois était un élève de Pierre Signac à Stockholm et est arrivé plus tard à Paris. Là, il est devenu le maître de Martin van Meitens, le peintre suédois de la cour de Vienne plus tard. Mais finalement, c'était Jacques van Schuppen qui est la carrière la plus importante à la cour de Vienne. Né à Fontainebleau comme fils du graveur Pierre van Schuppen, il était un élève de son père et de son oncle Nicolas de la Gillière. Il a travaillé quelque temps à la cour de Lunéville. Dans la littérature, on peut lire qu'il est arrivé à Vienne en 1716 pour recevoir Peter Strudel comme directeur de l'académie et qu'il est devenu peintre de chambre en 1720. Mais un portrait de lui-même gravé en 1714 donne-nous l'information qu'il était probablement déjà en 7 ans le directeur de la galerie, de l'académie impériale. Le portrait en manière noire a été fait par Jean van der Brücken. Cet graveur bruxellois a aussi travaillé d'abord à Paris et puis à Vienne. Les médailles et l'histoire métallique. L'histoire métallique de Louis XIV a aussi eu d'influence à Vienne. D'abord, on peut constater des paraphrases de la publication du jésuite Charles-Claude François Ménestrier, Histoire du roi Louis le Grand par les médailles, qui a inspiré les jésuites autrichiens Bénédicte Quadri et Anton Höller. Une autre adaptation des modèles françaises nous montre une grande gravure de thèse de 1707 par Petrus Schubert von Ehrenberg. C'est un hommage dans la forme d'un monument équestre pour l'empereur Joseph Ier au lieu de Louis XIV. Et ça pour honorer le triomphe des troupes impériales sur l'armée française de Turin. La paraphrase est évidente parce que la gravure viennoise combine le monument avec une histoire métallique de l'empereur et même les ornements sont d'origine française. L'auteur de cette gravure, Ignaz de Lovinia, un prêtre né à Lausanne, était le maître pour la langue française de l'archiduc Charles. Mais la gravure est aussi un document pour le nécessaire d'une histoire métallique à Vienne. En effet, déjà en 1697, le médailleur Daniel Varou a été nommé à Kremnitz, le centre de la monarchie pour la production des médailles. Et avec lui aussi, la nouveauté française des balanciers est arrivée en Centrale Europe. Varou est aussi un franco-suédois, est allé en 1713 à Vienne comme médailleur du bâtiment. Et il a coopéré ici avec Carl Gustav Herreus, le directeur de la collection des médailles, qui a travaillé aussi pour l'histoire, mais il a travaillé aussi pour l'histoire métallique à Vienne. Herreus a aussi commenté Bengt Richter, le médailleur Bengt Richter à Vienne, qui a travaillé avant pour l'histoire métallique de Louis XIV. Il a fait son début avec une médaille pour la couronnation de Charles VI, pour le projet d'une Historia Metallica de l'empereur. Les institutions. Carl Gustav Herreus a correspondé avec l'Académie royale des inscriptions à Paris
et il a consacré sa collection de concetti à Jean-Paul Bignon, le président de l'Académie royale des sciences et des inscriptions. Ou plus tard, et il a correspondé, il a fait aussi des correspondances avec l'Académie, veut s'informer, avoir des réponses sur cette aventure des inscriptions. Ou plus tard, en 1726, Franz Küppen a refondu l'Académie des Arts à Vienne avec un statut directement copié duquel de l'Académie royale à Paris. Pour la grande salle du palais du producteur de l'Académie, le comte Gundaka de Altern, Franz Küppen a peint aussi une allégorie des arts. Les arts décoratifs. Mais peut-être le succès le plus grand ont eu les arts décoratifs de France en Autriche. Quant au meuble Bull, on ne peut pas trouver une pièce à Vienne. Mais déjà depuis 1690, il y avait à Vienne une production des meubles Bull qui n'a pas seulement imité les formes des maquetteries, mais aussi les types de meubles. C'est évident si on compare l'horloge viennoise des princes de Liechtenstein avec les gravures de Daniel Marot. 3 minutes. Comme en France, on a réalisé des pendants. Un bureau en première partie se trouve dans la Hofburg de Vienne. Le bureau contrepartie a été un cadeau de Léopold Ier au comte Ferdinand Bonaventura de Harrach. La qualité des meubles Bull était tant excellente que la princesse Maria Christina de Salm a écrit « Le meuble de Vienne soit plus cher que lesquels de Paris, mais mieux travaillé. » Une pendule de commode de Vienne du début du XVIIIe siècle montre une qualité mauvaise, mais l'horloger viennois Jakob Meyer a voulu optimiser sa publicité en changeant son nom allemand vers le français Jacques Meyer. Merci beaucoup pour votre patience.